d'écouter les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Caroline Diard. Donc, Caroline a un parcours un peu atypique parce que finalement, aujourd'hui, elle est professeure associée au sein du département droit des affaires et management des ressources humaines de TBS Éducation sur le campus de Paris. Mais elle a une première partie de carrière vraiment sur le terrain en tant que RRH puis DRH dans le domaine des hautes technologies. Et après cette première partie de carrière, Caroline, elle a décidé de faire une thèse de doctorat. Elle a bifurqué vers la dimension recherche, particulièrement avec beaucoup de recherche sur tout ce qui est contrôle des salariés et contrôle technologie, notamment en télétravail. Et ça faisait un moment que j'avais envie de réaliser un épisode, justement avec des faits, avec de la recherche, avec des chiffres, surtout le sujet de l'hybridation du travail, parce qu'il y a pas mal d'idées reçues qui circulent, pas mal d'entreprises qui ont testé des choses, et le point de vue de Caroline sur le sujet, il va être hyper précieux. Et maintenant, je vous laisse découvrir cette conversation avec Caroline. Donc, bonjour Caroline, ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Merci d'être avec nous. Bonjour Chloé, merci beaucoup pour ta sollicitation. C'est avec plaisir que je te rejoins aujourd'hui dans vos nouveaux locaux. C'est gentil, c'est vrai que c'est le premier qu'on tourne ici. On a évidemment bien compris tout ce que tu as fait avant, ton expérience, ta recherche, et on va en parler un petit peu plus en détail. Avant de démarrer dans le vif du sujet aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais bien partager avec l'audience qui ne connaissent probablement pas sur toi ? Alors peut-être indiquer que actuellement je suis une professeure associée à TBS Éducation, mais que je suis arrivée dans l'enseignement et la recherche un petit peu par hasard, qu'autrefois j'avais plutôt une activité de praticienne en tant que DRH dans une société de biotechnologie, donc ce qui m'a permis d'appréhender toutes les missions RH et de développement RH. Et puis un beau jour, j'ai eu l'occasion d'enseigner à l'université et en fait, j'ai ensuite fait mon doctorat et j'ai plus quitté l'enseignement. Sacré changement de trajectoire, ouais, c'est intéressant. Et peut-être aussi indiquer que je suis une fondue de course de fond depuis toujours. Là, pour le coup, je suis restée sur la même trajectoire. Donc, j'adore courir et participer à des courses de fond ou semi-fond. C'est un sujet de passion en commun dont on parlera hors micro avec grand plaisir. Donc, tu fais pas partie des gens qui s'y sont mis sur le tard pendant le Covid, dans ce moment, comment on allait occuper nos journées. Non, pas du tout. Je m'y suis mis, j'étais au collège, donc ça date un peu. Ok. Aujourd'hui, Caroline, on est là pour parler d'un sujet sur lequel, justement, tu t'y es pas mise tardivement et tu t'y es mise probablement avant la grande mode du sujet, c'est le travail hybride. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse justement faire la distinction entre tous les mythes sur le sujet et puis un peu plus, on va dire, la réalité, des éléments beaucoup plus factuels. Déjà, est-ce que tu peux nous partager d'où vient ton intérêt pour ce sujet-là ? Alors, mon intérêt pour le télétravail, il date de 1993. J'étais étudiante, il fallait que je trouve un sujet de mémoire et j'avais envie de trouver quelque chose d'original. Donc, j'ai feuilleté des magazines et il y avait un petit article sur la mission interministérielle qui était menée à l'époque par un certain Thierry Breton, qui a fait une belle carrière depuis. Oui. Ça m'a intéressée de voir un mode d'organisation qui me paraissait à l'époque très futuriste, très innovant. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un mémoire là-dessus parce que personne n'aura la même idée et ce sera forcément original. Donc, je me suis lancée sur le télétravail avec un regard assez peu original. Hein. Le sujet est original, mais la problématique, c'était atout économique ou enjeu social. Et ça m'a valu un prix. Parce que justement, on a reconnu cette prise de risque d'être sur un sujet que personne ne traitait et qui paraissait de la science-fiction. Et qui a pas mal évolué depuis, mais donc c'est passionnant de voir justement l'évolution probablement entre ce moment où tu as fait cette recherche et puis aujourd'hui. Si tu devais finalement quelque part, pour les gens qui nous écoutent en 2 minutes, faire un peu quelque part la synthèse des évolutions majeures sur ce sujet depuis les années 90. Alors, à cette époque-là, en fait, moi, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études, du coup, au Catral, qui était l'agence pour l'aménagement des temps du Conseil régional d'Île-de-France. D'accord. Et l'idée, c'était un projet de bureau de voisinage. Déjà, à l'époque, alors, on ne parlait pas de coworking. Donc, les bureaux de voisinage, c'était la création de bureaux de proximité
dans les gares de grande banlieue, de type Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise et Marne-la-Vallée. Le projet a été réalisé avec la RATP, IBM et à l'époque France Télécom. Et on a fait une étude sur 5000 ingénieurs pour connaître leur motivation à aller travailler dans des bureaux de proximité pour éviter en fait de se rendre à la Défense ou dans Paris. Donc des coworking en fait. C'était ça, c'était l'idée de partager. Alors on parlait de services partagés, de téléservices à l'époque. Et l'idée c'était surtout d'économiser du temps, de réfléchir sur le temps de transport, et aussi il y avait un enjeu développement durable. Alors on parlait plutôt d'écologie à l'époque, mais le terme développement durable et RSE n'était pas trop utilisé. Donc c'était un peu dans cette dynamique-là. Alors c'est un projet qui n'a pas vraiment vu le jour pour des raisons probablement politiques. Et le télétravail ensuite a beaucoup peiné à s'imposer dans les entreprises. Donc il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été une transposition en droit français d'un accord européen qui datait de 2002. Et ça, c'était en 2005. Et le télétravail arrive dans le Code du travail seulement en 2012. Donc, on a vu que finalement, on était très éloigné de ce qu'on voulait faire dans les années 90. Alors, ça a pris du temps. Et d'un seul coup, on a eu des facteurs facilitants. Alors, on a eu des facteurs juridiques qui ont permis de cadrer le télétravail dès 2012. On a eu une évolution technologique avec l'arrivée d'Internet, y compris au domicile des collaborateurs, l'arrivée vraiment le développement d'outils collaboratifs dans les entreprises, les smartphones. Donc, on a 3 dimensions en fait qui sont arrivées. Le droit, la techno, et puis une acculturation aussi au télétravail. Et alors l'acculturation entre 2012 et 2020, le Covid, il y a dû y avoir quand même un sacré changement. Alors ça a été très long en fait. Alors moi j'ai travaillé avant le Covid, j'ai fait un papier académique sur les accords d'entreprise, donc c'était très juridique. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une recension d'accords. Donc j'ai pris les accords qui étaient disponibles sur une plateforme qui s'appelle Obergo, qui faisait une recension d'accords, et sur Légifrance. Et j'ai étudié les accords dans les banques, qui étaient des pionnières sur le sujet, et j'ai regardé ce qu'on disait un peu dans ces accords, en plus de ce qui était préconisé d'un point de vue réglementaire. Donc on n'allait pas très loin en réalité sur le sujet. Mon papier ne passait pas dans les revues académiques, c'est-à-dire que j'envoyais mon papier et ça passait pas. C'est passé seulement parce qu'on a été confinés et qu'à un moment donné il y a eu un regain d'intérêt sur ces sujets-là. Et surtout on a eu une explosion du nombre d'accords qui ont été signés en sortie de confinement. Ça veut dire que le télétravail aujourd'hui, c'est un enjeu de dialogue social et c'est aussi un enjeu managérial et c'est un élément de la culture d'entreprise aujourd'hui. Donc c'est la 3e dimension qui a fait qu'on a bien évolué sur le sujet, et on parle même plus de télétravail mais plutôt d'hybridation. C'est-à-dire que la situation s'est pérennisée avec à la fois du présentiel et du distanciel. Si on fait un point justement sur... alors il y a eu 2012 qui a marqué un tournant dont on nous parle. Il y a eu la phase vraiment de confinement où il n'y a pas eu de choix que d'essayer de mettre les choses en place tant bien que mal, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, là, finalement, à l'heure où on se parle, 2024, c'est quoi ton constat sur la situation ? On en est où ? Alors, si on repart de l'idée du confinement, alors le confinement, ça a été une expérience du télétravail contraint et dégradé, mais une expérience à grande échelle. Et on a eu la chance, parce que ça c'est très rare pour un chercheur, de pouvoir travailler sur la population globale. Et du coup, on a vu des choses qu'on n'avait pas du tout imaginé avant. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels j'avais pas réfléchi avant qu'on soit confiné, et d'autres non plus d'ailleurs. Par exemple, qu'est-ce qui a été le plus étonnant ? Certains risques que j'avais pas abordés. Donc, prendre le prisme du risque pour le télétravail, c'était pas un sujet que j'avais avant. Alors aujourd'hui, j'ai écrit sur les problématiques de risque. Alors, risque RH, mais aussi risque de fraude, risque cyber, risque de harcèlement, et tout ce qui est déviance du contrôle, et risques psychosociaux, donc risque pour la santé des salariés. Et on a vu apparaître, par exemple, des risques physiques qui n'étaient pas du tout évoqués avant. Parce qu'on a été dans des situations où les gens étaient contraints de rester dans des espaces limités, ce qui a nécessité de repenser peut-être l'ergonomie du poste de travail, mais on a vu apparaître des troubles musculo-squelettiques en télétravail.
C'était deux termes qui n'étaient pas du tout ensemble avant le confinement. Spécialement lié au fait qu'on n'est pas installé de la même façon chez soi, avec la même qualité de matériel d'installation, ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Alors, il y a d'autres choses derrière, et il y a la notion d'hyperconnectivité qui fait qu'il y a une addiction. Alors, je dirais pas une addiction au travail, mais peut-être une addiction à la connexion. Et le fait que ça devient difficile en télétravail de dire je coupe à 18h. J'aimerais bien qu'on approfondisse ce point, et c'est un sujet qui m'avait passionné quand on s'est parlé avant cet épisode. Le sujet de l'hyperconnectivité, on peut entendre différentes choses dessus. On peut entendre mon entreprise ne m'aide pas à mettre des barrières, me sursollicite, et donc du coup il n'y a plus vraiment de frontières. Mais il y a le sujet de l'addiction, si je reprends ton terme, il y a le sujet de j'ai moi-même du mal à complètement décrocher. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, puisque a priori tu as quand même pas mal creusé le sujet? Alors effectivement, il y a deux choses. Il y a l'employeur qui peut sursolliciter le collaborateur, parfois sans s'en rendre compte. Parce que dans les modalités d'exécution des missions, on a tendance à être maintenant un peu dans un flux d'informations continu, et il y a plus de frontières. Il y a ce qu'on appelle une porosité de la frontière vie personnelle, vie professionnelle, et il y a une imbrication des temps de vie. Donc l'employeur peut avoir tendance à sursolliciter, ce qui n'est pas légal, puisqu'il y a un droit à la déconnexion qui est inscrit, gravé dans le marbre dans le Code du travail. Donc ça, c'est ce qu'on a pu constater avec l'observatoire de l'UJIC-CGT. Donc les gens qui répondent le disent, ils le verbalisent, on est hyper connecté. Mais c'est pas toujours à la demande de l'employeur. Et c'est là où c'est un peu plus surprenant. Parce que si c'est à la demande de l'employeur, il y a une forme de rupture du contrat psychologique. Le salarié qui n'est pas d'accord avec ce mode de fonctionnement, soit il se désengage, soit il s'en va, donc il démissionne. Mais il a la possibilité de se sortir d'une relation d'emploi et de se sortir de cette hyperconnectivité. Mais très souvent, on constate qu'en fait, l'hyperconnectivité, elle vient directement du collaborateur. C'est-à-dire qu'il y a une forme de servitude volontaire, d'aliénation, qui fait que on a du mal à couper le soir, et pendant les vacances et pendant les week-ends. Ça, c'est hyper intéressant. Enfin, ça repartage un peu la responsabilité sur le sujet de l'hyperconnectivité. D'où elle vient cette hyper... Alors, il y a plusieurs pistes d'explication à ça. Il y a la volonté du collaborateur d'être visible, parce que dans l'imaginaire d'un collaborateur, si on se montre, on sera mieux évalué. Si on est mieux évalué, on sera peut-être promu, on sera augmenté, etc. C'est comme quand on faisait des nocturnes au bureau, du temps du total présentiel, en fait. C'est ça, donc c'est être vu. Donc c'est la notion de visibilité. Et puis c'est la notion aussi peut-être de dire je veux rester crédible et légitime, et je veux montrer que je suis toujours aussi performant. Alors il y a une espèce de syndrome du bon élève, avec une autodiscipline et un autocontrôle. On a fait un travail de recherche qui était un travail qualitatif dans une entreprise qui expérimentait le télétravail. C'était en 2019, donc c'était avant qu'on soit confiné. Alors entre-temps, l'article a été publié. Et donc à l'époque, il y avait une petite partie des salariés de cette entreprise qui étaient en télétravail. Et tout le monde nous a déclaré se connecter pour montrer qu'on travaille, et surtout faire un reporting qui n'était pas demandé. Parce que quand on a dit vous faites comment pour le suivi, alors je remplis des tableaux Excel. Ah bon, on vous a fourni des tableaux Excel, est-ce qu'on vous a demandé de le faire? Non. Donc on est dans une forme d'autocontrôle, alors ce qui a été aussi relevé par d'autres chercheurs sur d'autres terrains, avec d'autres populations. Donc il y a cette notion de contrôle-autocontrôle. Certains managers avant le confinement avaient un peu lâché prise. On était dans des dimensions où le télétravail était relativement anecdotique, sur des populations triées sur le volet, qui étaient des publics dits éligibles, et à qui on faisait confiance. Comme on leur faisait confiance, ils étaient légitimes à faire du télétravail et on ne les contrôlait pas. Et en fait, les résultats de recherche, ils se sont inversés avec le confinement, parce que tout le monde a été en situation de télétravail, y compris les gens à qui on ne faisait pas forcément confiance et qui n'étaient pas très autonomes sur leur mission. Donc le triptyque autonomie, confiance, contrôle, il a parfois été déviant, et certains managers ont trop contrôlé
à la limite du harcèlement. Oui, alors effectivement, c'est la question que je voulais te poser parce que quand on discute aujourd'hui en entreprise sur des programmes de développement de managers, il y a cette question-là qui revient régulièrement qui est comment est-ce qu'on aide des managers à adopter entre guillemets la bonne posture, ne pas avoir de comportements qui peuvent être finalement quelque part toxiques au-delà même de l'intention. C'est quoi les bonnes pratiques autour de l'accompagnement des managers et du contrôle ? Alors, les bonnes pratiques, c'est réfléchir en termes d'obligation de résultat. Alors, l'obligation de résultat versus obligation de moyens, ça fait très longtemps qu'on y réfléchit dans les entreprises, mais c'est bizarre parce que c'est une notion que d'un seul coup, on a oubliée en situation hybride. Donc, l'idée de dire, il y a un reporting et on va évaluer à la fin de la mission où on fait des points d'étape et finalement, la façon dont les résultats ont été atteints, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que mon salarié, s'il a choisi de se lever à 5 heures, de travailler 2 heures, et ensuite il emmène le petit dernier à la crèche, et ensuite il s'y remet, finalement, c'est pas mon problème parce que je manage sur les résultats. Ça suppose de pas contrôler en permanence, et ça suppose de faire confiance et de dire « je regarderai ce qui s'est passé en toute fin ». Donc c'est une sorte de lâcher prise aussi. Alors, il y a des managers qui ont eu beaucoup de mal à faire confiance parce qu'il y a la notion d'invisibilité. Et ne pas voir, perdre de vue, ça veut dire que j'ai des doutes sur un collaborateur. Et c'est un comportement complètement à bannir. On faisait confiance sur l'obligation de résultat quand les gens étaient en présentiel. À distance, c'est pareil. Parce qu'on a les mêmes personnes, hein, et les gens n'ont pas changé dans les entreprises. Et en même temps, je pense que ce qui est souvent repéré comme quelque chose de difficile à gérer, c'est la compréhension de la charge. Parce qu'en fait, à la fois, il y a la notion de résultat, mais parfois, il y a la perte de compréhension de est-ce que je charge trop ? Comment est-ce que je me rends compte si mon salarié, peut-être, il est épuisé, il fait trop d'heures, ça va pas, etc. Tu parlais de l'invisibilité. Il y a ce sujet aussi dont on a discuté ensemble, c'est comment est-ce qu'en tant que manager, j'arrive à détecter dans quelle situation est mon collaborateur, comment il va, etc. Alors, il y a deux choses. Il y a la notion de contrôle, où en fait, le salarié peut se sentir harcelé et ça peut générer des risques psychosociaux. Alors, dans l'étude qu'on a fait avec l'UJIC-CGT, le contrôle, il ressort pas vraiment. Il n'y a que 8% qui déclarent percevoir une forme de contrôle, ce qui va à l'inverse de ce qu'on a vu sur d'autres études plutôt quali. Il y a déjà ça, peut-être pour démarrer, et en fait, un manager, il est responsable de la santé physique et mentale de son collaborateur puisqu'il représente l'employeur. Donc, il y a une obligation dans le code du travail. Donc, c'est vrai que quand on voit pas les gens, on voit pas s'ils vont pas bien. Quelqu'un qui arrive le matin et qui vraiment semble fatigué, on va lui poser la question, on va lui demander tout va bien. Alors, il va répondre j'ai mal dormi, j'ai des soucis, etc. Quand on est à distance, ça va pas se passer. Donc, il y a peut-être des situations qui vont échapper et qui, du coup, font prendre un risque aux collaborateurs. Donc, c'est aussi bien de voir les gens, pas pour les contrôler, mais pour veiller sur eux. Alors là, tu évoquais la notion de charge. Alors, dans le questionnaire qu'on a fait, effectivement, la majorité des répondants ont expliqué qu'il y avait une charge qui pouvait augmenter et c'est surtout l'amplitude horaire qui augmente. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont travailler plus tôt et terminer plus tard. Donc ça va générer probablement davantage de productivité puisqu'on va en faire plus, mais c'est dangereux et c'est parfois pas légal. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas le repos quotidien qui est imposé par la loi. Donc l'idée, ça serait d'avoir un suivi par le manager, mais qui serait pas pour contrôler, qui serait pour faire des points un peu informels. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu arrives à t'organiser ? Comment va la gestion du temps ? Parce que la problématique, elle est là sur la gestion du temps, c'est-à-dire ne pas se laisser déborder, ne pas rester tout le temps connecté. Et ce que je pense qui serait vraiment bien, mais c'est très compliqué à faire, c'est d'avoir un suivi renforcé par la médecine du travail. Okay, alors ça, c'est une proposition. Je ne sais pas si un jour la proposition sera entendue ou relayée. Alors, la médecine du travail, autrefois, on avait une visite médicale tous les ans. Actuellement, on en est à tous les 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de médecins du travail, donc c'est très compliqué à organiser. Donc finalement, il y a un mauvais suivi des salariés, ce qui engendre des risques, fatalement. Alors, il y a des suivis renforcés sur certaines professions à risque, sur des personnes qui ont des maladies chroniques, sur des personnes en situation de handicap, donc ça, c'est très bien.
Il y a un suivi qui peut être renforcé sur des gens qui sont au forfait jour, mais qui n'est pas fait par la médecine du travail, mais plutôt par le management. Dans la même idée, des personnes qui sont en situation hybride, ce serait bien d'avoir un suivi particulier par le manager, en dehors de l'entretien d'évaluation ou de l'entretien professionnel obligatoire, et aussi un suivi avec la médecine du travail, alors pas forcément tous les ans, mais avoir une fréquence plus faible que tous les 5 ans, parce que tous les 5 ans, c'est vraiment trop long. Il peut se passer beaucoup de choses et puis ça peut s'aggraver. Mais je reviens sur ce que tu disais, l'employeur est responsable de fournir ce cadre pour la santé mentale et physique des salariés. Alors c'est l'article L4121 du Code du travail, donc c'est très précis. Donc en tant qu'employeur, je dois protéger l'ensemble de mes salariés. Et si je ne le fais pas, je me mets en faute. Et donc en tant que manager, j'ai cette responsabilité-là. Oui. Donc ça, voilà, je pense que c'est un très très bon rappel. Et on a eu des cas, je sais qu'on en a parlé ensemble aussi, où le fait de ne pas voir aussi physiquement, parce qu'on ne peut pas imposer non plus la caméra sur des visios, etc. Le fait de ne pas voir physiquement de temps en temps, ça peut laisser apparaître des manques en fait. C'est très compliqué parce que ça va au-delà de la relation managériale. En réalité, quand on était en présentiel, le manager voyait les collaborateurs, les membres de l'équipe, mais entre collègues aussi, l'agence se voyait. Et parfois, quelqu'un qui va pas bien, ça peut être quelqu'un qui prend d'un seul coup du poids, qui perd du poids, et ça, c'est les signaux qu'on voyait en présentiel, et où un collègue pouvait soit alerter le service RH en glissant un mot, de façon confidentielle, en disant oui, un tel peut-être, ça serait bien de lui parler, de le mettre en confiance, ou alerter le manager, ou directement aller parler à son collègue. Et aujourd'hui, si on ne se voit plus, il y a des alertes qu'on peut plus faire, alors qui sont pas des alertes légales, mais qui sont simplement informelles, mais qui permettent parfois à un collaborateur de dire ah bah oui, mais en fait j'ai un parent qui est malade, j'ai un enfant qui va pas bien, je suis dans une situation financière compliquée, et ça c'est des choses. Alors évidemment, l'employeur, son rôle c'est pas de se mêler de la vie privée des salariés, mais c'est aussi peut-être parfois de fournir des aménagements qui vont faciliter les choses. Un salarié qui a un enfant qui est gravement malade et qui est hospitalisé, qui n'ose pas en parler, qui va devoir jongler avec 1000 contraintes et contrariétés en même temps, si le manager peut aider à aménager les horaires de travail ou peut-être davantage de télétravail, ça peut adoucir les choses sans bouleverser la vie de l'employeur. Exactement, et ça je pense que le travail hybride, ça ouvre beaucoup plus de flexibilité là-dessus, là où autrefois on avait plutôt tendance à dire ce qui se passe hors du travail reste à la porte de l'entreprise et donc avec pas mal de rigidité. Aujourd'hui, il devrait y avoir en tout cas de l'accompagnement sur ces parties-là. Exactement, ouais, tout à fait. Et ça nécessite quand même d'avoir le bon niveau de communication, d'ouverture, finalement de sécurité psychologique pour que le salarié puisse amener ces éléments-là aujourd'hui, que le manager n'a peut-être pas forcément eu beaucoup à traiter sur les années précédentes. Donc il y a ce côté-là que tu soulignes qui est hyper intéressant sur en tant que manager, en tant qu'entreprise, comment est-ce que je protège mes salariés. De l'autre côté, j'aimerais revenir sur ce que tu disais, à savoir le salarié qui peut s'auto-imposer, et puis effectivement le syndrome du bon élève, ça aide beaucoup à ça, et se mettre lui-même dans des conditions un peu difficiles. C'est quoi les recours ? Je suis DRH, demain j'ai envie aussi d'aider les salariés sur leur propre prise de conscience. Qu'est-ce que tu recommandes de faire ? Alors, il y a différents moyens en fait de traiter le sujet. Alors déjà, il peut y avoir la voie légale, c'est-à-dire la contrainte normative, comme on dit. Donc soit on a un accord qui est signé, soit on a une charte. Dans cette charte, on peut dire qu'on ne sera pas connecté avant 9h et qu'on ne sera plus connecté avant 18h. C'est bien, c'est un premier pas. C'est déjà ça. Mais on ne sera pas derrière chaque collaborateur. Donc là, c'est là où ça se complique. Donc ça peut être une première étape. On peut aussi faire des formations ou même juste des réunions d'information. On va sensibiliser, où on va expliquer qu'effectivement, il y a des phénomènes addictifs et que ces phénomènes addictifs peuvent conduire ensuite à des risques pour la santé mentale. On peut faire témoigner des gens qui ont des problèmes de stress, d'anxiété, parce qu'ils n'arrivaient pas à déconnecter. Donc ça peut être aussi un moyen. Après, il y a des moyens qui sont des moyens technologiques, alors plus efficaces probablement. Donc, un exemple tout simple, vous envoyez un mail à 3h du matin,
Vous avez le droit, mais il partira pas. Donc, il va arriver dans la boîte mail de votre collègue à 9h. Donc ça, c'est des outils qui sont des outils tout simples, mais qui permettent en fait de bloquer les initiatives nocturnes ou les initiatives de congés, etc. Après, il y a aussi la voix un peu menaçante de l'employeur qui peut dire au manager, attention, si vous sursollicitez vos collègues ou vos collaborateurs, ça peut être assimilé à du harcèlement et vous pourriez être inquiété sur ce sujet-là et on pourrait vous sanctionner ou on pourrait se retrouver devant le conseil des prud'hommes, etc. Donc il y a ça aussi, c'est dire les choses et parler vrai et impliquer les collaborateurs et les managers dans les conséquences de cette hyperconnectivité. Et je reviens, tu parlais de sensibilisation. Je pense qu'il y a un vrai sujet de sensibilisation sur lequel on n'a pas encore beaucoup œuvré vis-à-vis des individus. Tu parlais dans une discussion précédente de la bombe à retardement que peut constituer aujourd'hui l'addiction aussi et l'hyperconnectivité. Je pense que tout le monde ne mesure pas aujourd'hui en entreprise que ma tendance à trop faire, à être tout le temps connecté et peut-être de mon propre chef quand je suis en télétravail, ça va avoir des conséquences futures qu'aujourd'hui on n'a pas encore forcément très très bien mesurées. Je pense que ça va créer beaucoup de dégâts, notamment sur la génération qui est en début de carrière, qui est arrivée dans l'entreprise avec cette notion d'hybridation, avec tous les outils technologiques qui sont mis à disposition et sans information ou sensibilisation préalable. Parce que les risques psychosociaux, alors nous, à TBS Éducation, on sensibilise nos étudiants qui sont des futurs managers, donc qui sont responsables de la santé de leurs futurs collaborateurs. Donc on leur donne des clés. On leur donne des formations sur le sujet, mais ça veut dire que derrière, il va falloir aussi s'approprier cette notion-là et prendre conscience du danger. Alors, on a pris conscience du danger du tabac dans les entreprises. Il y a 30 ans, dans les entreprises, on fumait. C'est vrai. Aujourd'hui, un jeune qui arrive sur le marché du travail, on lui dit ça, il ne peut pas y croire. Non. Bon, eh bien on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a à un moment donné constaté qu'il y avait un danger avéré, que le tabac c'est très nocif pour la santé, que chacun prend ses responsabilités, mais que l'entreprise ne cautionne pas. Donc on a interdit le tabac dans l'entreprise, ce qui est bien. Eh bien en matière d'hyperconnectivité, je pense qu'on n'a pas encore conscience des dangers, parce que ça va générer du stress, des gens qui vont développer des syndromes de burn-out, des dépressions, de l'anxiété chronique. Et derrière, je ne sais pas comment ça peut évoluer parce qu'une carrière, c'est plus de 40 ans. Donc, et on n'a pas de recul aujourd'hui pour le voir. On n'a pas de recul. Alors, des jeunes qui aujourd'hui sont déjà très sollicités, qui n'arrivent pas à déconnecter pendant les vacances, qu'est-ce que ça va donner en fin de carrière ? C'est un vrai sujet et effectivement c'est un sujet sur lequel il va falloir avancer beaucoup plus vite encore, en tout cas sur le sujet de la sensibilisation. Et il y a tous les éléments positifs sur lesquels on ne s'est pas encore attardé parce que ce qui était important c'était de voir effectivement comment est-ce qu'on accompagne ça au mieux. Comme tu es aux premières loges finalement quelque part avec la recherche que tu fais, l'observatoire, etc. Qu'est-ce que tu peux nous amener peut-être comme chiffre clé qui nous permettrait là d'avoir un peu de factuel parmi toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur l'hybridation? Alors peut-être commenter les résultats de notre étude à l'Observatoire du télétravail à l'UJC-CGT. Alors l'étude qui a été conduite l'année dernière, elle nous donne le portrait robot en fait du salarié hybride. Donc peut-être que ça peut t'intéresser. Donc c'est plutôt une femme. Ok. Voilà. Plutôt dans la tranche 35-40 ans, qui est plutôt cadre et dans les métiers techniques, donc plutôt ingénieur. Donc ça, c'est le profil type. Après, on peut aussi commenter les chiffres sur le fait que globalement, le salarié hybride va avoir tendance à développer une amplitude horaire plus grande et à utiliser le temps libéré par le transport plutôt pour le travail. Ce qui rejoint finalement nos propos précédents, parce que si le salarié libère du temps pour le travail, c'est bien peut-être pour sa carrière, c'est bien pour l'entreprise, mais c'est pas bon pour sa santé. Donc peut-être mener aussi une réflexion conjointement avec les représentants du personnel dans les entreprises, s'emparer de ce sujet de santé au travail, d'hyperconnectivité,
solliciter la médecine du travail et ne pas hésiter aussi à solliciter l'INRS. Alors l'INRS, c'est l'organisme qui nous accompagne, nous en tant qu'établissement supérieur, d'enseignement supérieur, sur ces problématiques de risque, santé et sécurité au travail. Donc les entreprises peuvent aussi mobiliser des formations, des jeux de rôle pour sensibiliser les managers et aussi les collaborateurs, parce que chaque collaborateur est acteur aussi de sa santé. Complètement. Et ça, c'est important. Voire quand même le premier acteur, en fait, voilà, faut le rappeler. Parce que c'est aussi les premiers concernés. Ok, passionnant. Alors, j'ai quelques questions très, très rapides, mais je pense intéressantes, un peu au tac de voir ce qu'elles t'inspirent. S'il y avait un seul conseil à donner sur ce sujet-là, ce serait quoi ? Sur ce sujet-là, je pense qu'il faut qu'on continue cette accélération de l'hybridation parce que c'est formidable. Ça faisait très longtemps que j'attendais ça dans les entreprises, qu'il faut continuer de s'en emparer et qu'il faut aussi tirer les leçons d'un télétravail contraint et dégradé qu'on a eu pendant le confinement, notamment sur les problématiques de risques qu'on a évoquées. Alors, pas seulement les risques pour la santé, mais aussi tous les risques sur la gestion des données, sur les fraudes, la cybercriminalité, qui sont des risques sur lesquels on n'avait pas sensibilisé les collaborateurs avant d'être confinés. Donc ça, c'est aussi un sujet de réflexion. Et peut-être un peu pour aller plus loin, de se dire que l'hybridation, ça peut être un sujet pour combattre les inégalités et pour inclure. Donc un sujet inclusif. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai fait mon premier travail de recherche sur le télétravail à l'époque, j'avais rencontré un responsable RH à EDF à La Défense, dans une tour, et qui voulait absolument me parler de façon passionnée de son sujet de mise en place du télétravail pour des gens en situation de handicap, où il avait aussi permis le retour au travail d'une dame qui avait eu un accouchement difficile et qui pouvait pas revenir tout de suite sur son poste et qui était polytechnicienne avec de grosses responsabilités. Et ça m'avait vraiment intéressée. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant que cette personne puisse poursuivre sa carrière grâce au télétravail, alors qu'elle aurait été exclue d'un parcours brillant. Et aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle peu. Inclure par le télétravail, il y a très peu de gens qui ont évoqué le sujet. Ça peut être effectivement un vrai débat. Alors, imaginons plusieurs situations. Vous avez des collaborateurs qui ont des proches des proches à aider, ou un proche qui est malade, alors soit un enfant, un parent, un conjoint. L'hybridation peut permettre de se libérer plus facilement ou d'être là. Donc, c'est aussi potentiellement inclusif. Imaginez, vous avez un accident de ski, vous avez une entorse. Ben, autrefois, on était arrêté 3 semaines pour une entorse et c'était un peu dommage. Aujourd'hui, vous avez une entorse, ça reste inclusif, vous restez chez vous et vous perdez pas le fil et vous n'êtes pas exclu des missions qui vous intéressent et vous n'avez pas de perte de salaire, etc. Donc, on a peu vu le télétravail comme mode inclusif, mais c'est un vrai sujet et c'est aussi inclusif au niveau géographique. Des gens qui sont exclus de l'emploi parce qu'ils n'ont pas le permis, mais qui peuvent travailler sur des missions à distance, eh bien aujourd'hui, ils peuvent travailler. Ouais, c'est passionnant le lien que tu fais avec l'inclusion, que ce soit pour des situations temporaires, permanentes. Exactement. Et finalement de nature complètement différente. Et de regarder sous cet angle-là, comment est-ce qu'il peut être utile. Une autre question très rapide, la pire pratique que tu vois sur ces sujets d'hybridation ? Alors, la pire pratique, c'est un contrôle déviant qui potentiellement pourrait être qualifié de harcèlement si on allait au contentieux. Des managers qui sollicitent des visio Teams à longueur de journée auprès de leurs collaborateurs alors qu'il n'y a pas vraiment besoin et que probablement c'est uniquement pour voir si le collaborateur est bien connecté et qu'il travaille. Et d'un autre côté aussi, il y a des comportements qui sont des stratégies d'évitement de la part des collaborateurs qui vont faire en sorte qu'on pense qu'ils sont connectés alors qu'ils ne le sont pas. Oui, passionnant. Petite anecdote très rigolote, mais qui me laisse
perplexe. Je n'ai pas encore d'explication à ce phénomène très étrange. Ouais. Depuis que je travaille sur ce sujet de télétravail, à chaque fois, on me parle de machine à laver. Alors, faire ses lessives en télétravail. Faire ses lessives en télétravail. Alors, ça semble être merveilleux de faire la lessive en télétravail, puisque c'est systématiquement évoqué et que je ne pose jamais la question. Comme si on avait multiplié par 10 nos lessives depuis qu'on est passé en télétravail. Ça semblait être du coup une préoccupation à laquelle l'hybridation répond. Ouais. Voilà, bon, c'est un peu pour... C'est drôle et en même temps, l'idée revient. Voilà. Non, mais c'est très amusant. C'est quoi l'idée reçue peut-être la plus communément partagée et que tu ne partages pas autour de l'hybridation? Alors, la rumeur urbaine qui a couru ces 6 derniers mois, c'est que tous les patrons allaient faire revenir tout le monde au bureau. Je pense que c'est faux. Alors, on va stabiliser les choses. Les études sont assez concordantes. On est autour de 2 jours à 3 jours au bureau et le reste en distanciel. Donc, on est vraiment sur de l'hybridation qui se pérennise. Il n'y a pas de volonté de revenir en arrière. C'est maintenant cadré avec des accords d'entreprise ou des chartes. Il y a une forme d'acculturation. Au contraire, je pense que ça va prendre une vitesse de croisière. Alors, ça a été une rumeur qui a été lancée parce que aux États-Unis, ils sont dans l'excès, c'est-à-dire qu'ils ont fait du full remote. C'est ça, tout et puis, ils se sont rendus compte qu'ils voyaient plus personne, donc ils ont fait marche arrière. Mais nous, en fait, on a été en full remote que pendant le confinement. Donc, c'est anecdotique en réalité à l'échelle de l'histoire du travail. Et c'est pas parce que quelques entreprises ont fait marche arrière que c'est une tendance en fait. Donc ça, je pense que c'est intéressant de le dire. Pour des personnes qui nous écouteraient aujourd'hui et qui sont encore très mitigées ou un peu résistants sur le sujet de l'hybridation, ce serait quoi le bénéfice tangible que tu aurais envie de leur partager ? Alors, je pense qu'il faut absolument mettre en avant les premiers objectifs historiques du télétravail, qui étaient ne pas perdre son temps et ne pas perdre sa vie dans les transports, et faire aussi potentiellement des économies d'énergie. Alors ça, c'est encore un débat, parce que toutes les études ne concordent pas, et on dépense aussi de l'énergie en restant à domicile, etc. Donc ça, c'est encore un débat, mais le temps de transport, on le gagne. Ça, c'est indéniable. Et l'idée, ce serait aussi de dire que va-t-on faire de ce temps ? Et ne pas consacrer ce temps uniquement au travail, mais potentiellement le consacrer à d'autres temps, à des temps familiaux, à des temps domestiques, à des temps sociétaux, sociaux. Et ça peut-être s'engager dans des associations alors qu'on n'avait pas le temps de le faire auparavant. Ouais, pour qu'il y ait un vrai bénéfice tangible sur le sujet du bien-être au travail. Oui, parce que c'est une forme de meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ok, une action concrète que ceux qui nous écoutent aujourd'hui pourraient appliquer en t'écoutant. Une action concrète, se déconnecter, c'est-à-dire essayer de transposer les bonnes pratiques qu'on avait autrefois quand on allait au bureau. Donc, essayer d'avoir un espace à soi pour travailler et puis ne pas se connecter à toute heure et pendant les RTT, les congés et se préserver. C'est mettre des barrières. Passionnant. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée aujourd'hui ? Alors, une question peut-être que tu aurais pu poser, c'est est-ce que il y aurait peut-être un tips pour convaincre certains employeurs qui freineraient sur le télétravail ? Alors, pour convaincre les plus récalcitrants et les rassurer, c'est que leur dire qu'à un moment donné, on a tous été obligés de le faire, on l'a fait, donc l'agilité existe et on peut faire confiance aux collaborateurs puisqu'on l'a fait. Et ça a marché. Ça a marché, d'accord. Voilà. Et en fait, on ne s'est pas posé la question. Donc, je sais qu'il y a encore quelques récalcitrants, mais il y en a de moins en moins. Et c'est bien de s'en rappeler. Merci beaucoup, Caroline. C'était passionnant, cet épisode, et tout le travail que tu as mené autour de ça. Donc, voilà, merci vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci, Chloé, pour l'invitation. Et au plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!